Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir pour passer en revue l'actualité du jour. Dans cette édition, nous reviendrons sur la mise en place de l'identité numérique. Une conférence de presse était organisée lundi soir au musée océanographique pour lever le voile sur les modalités qui entoureront la mise en œuvre de cette véritable petite révolution numérique qui va s'avérer très précieuse. Avec la fin du couvre-feu à minuit depuis le week-end dernier, ce sont de nouvelles et belles perspectives qui s'ouvrent pour les établissements de restauration, notamment ceux dont le service va au-delà de minuit. Il va falloir toutefois continuer à s'astreindre à des mesures sanitaires strictes. Nous serons avec l'un des propriétaires du Bifort. Giovanni Castaldi nous dira comment il entrevoit la saison estivale qui débute. Pour les parents, l'été justement est bien souvent synonyme de casse-tête pour occuper les enfants pendant les grandes vacances. À Monaco, le centre de loisirs est là pour leur faciliter la vie. Le centre ouvre jeudi et sa directrice, Emmanuelle Farino, nous présentera l'offre mise en place pour divertir et accompagner les plus jeunes tout au long de ces congés. Ils s'entraînent sur un ring à ciel ouvert avant leur grand combat. Les boxeurs de la structure Ambitious Monte Carlo s'envoleront dans quelques heures pour Calvi, en Corse, où ils vont prendre part à la première soirée de boxe anglaise Chill Out on the Bay. Nous les avons suivis dans leur préparation. Le directeur de l'Institut audiovisuel sera notre troisième invité. Vendredi sera projeté le film 21 nuits avec Paty au Fort Antoine. Il nous expliquera pourquoi il ne faut absolument pas manquer ce film des frères Larieux. Mais revenons tout d'abord sur le lancement officiel de l'identité numérique de la Principauté qui a eu lieu hier soir au musée océanographique en présence du ministre d'État et du maire de Monaco. Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, était d'ailleurs notre invité hier. Eh bien, les nouvelles cartes d'identité et de séjour ont donc été très officiellement présentées. Alexandra Pani nous fait découvrir ce nouvel outil. Elle fait partie du vaste programme de transition numérique engagé par le gouvernement monégasque, aux côtés du futur cloud souverain, du collège numérique ou encore de la e-santé. L'identité numérique est un nouvel outil qui a pour vocation avant tout de faciliter et accélérer les démarches des monégasques et résidents. Là, nous changeons d'époque. Avec la crise du Covid, nous l'avons vu, la multiplication du télétravail, des téléprocédures, des réunions en visioconférence. Tout ça montre que nous devons nous adapter et profiter surtout de ces innovations technologiques pour vivre mieux et travailler mieux. Seuls 5 pays offrent aujourd'hui une carte d'identité numérique à leur population, une technologie qui place ainsi Monaco parmi les États les plus avancés en termes de transition numérique. Une avancée également concernant la transition énergétique avec une réduction des pièces papier physiques à fournir pour les différentes démarches des administrés. L'objectif est de pouvoir équiper à minima les 2/3 de la population d'ici 2022. On a eu beaucoup de questions sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Quelle est la différence par rapport à avant? Alors, je les ai rassurés, c'est toujours un titre de passeport, mais ça va permettre de développer vraiment, d'avoir des actes d'état civil, des actes en ligne, et puis de travailler avec toutes les entreprises qui le souhaitent. 2 entreprises privées ont déjà adhéré à la démarche, Monaco Télécom et la SMEG. Les entreprises du secteur privé souhaitant participer à cette démarche sont invitées à se faire connaître. En termes de protection des données, ces cartes ont été réalisées pour offrir une sécurité maximale, protégée par plusieurs facteurs d'identification. Chacun sera libre d'activer ou non le certificat électronique intégré. Et sachez que les premières demandes ont déjà été enregistrées. Les émissions débuteront d'ici mercredi. Ils attendaient avec impatience la fin du couvre-feu. C'est chose faite depuis le week-end dernier. Tous les établissements de restauration qui continuent à servir après minuit vont donc retrouver leurs horaires traditionnels sans restriction, mais dans le respect toujours des conditions sanitaires imposées par la crise de la Covid-19. Nous sommes avec l'un des propriétaires du Bifort. Bonsoir Giovanni Castaldi. Bonsoir Patricia. J'imagine que vous avez accueilli l'annonce de la fin du couvre-feu avec un grand soulagement. Vous m'enlevez les mots de la bouche avec un grand soulagement, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Parce que vous étiez directement impacté puisque vous allez au-delà de minuit en termes de service. C'est vrai que les gens s'amusent un peu plus au-delà de minuit et avaient envie de s'amuser un tout petit peu plus au-delà de minuit. On sait qu'à Monaco, les restaurants ont été plus épargnés qu'ailleurs. Mais comment avez-vous traversé globalement la crise? À traverser jour après jour,
en s'adaptant jour après jour à ces normes. Et tout doucement, on a rétabli les choses en ayant confiance et en ayant beaucoup d'espoir sur des jours meilleurs. Voilà. Ça a été un moindre mal de pouvoir tout de même rester ouvert alors que vos confrères des régions limitrophes devaient rester fermés? Alors si vous voulez, moi je distinguerai 3 aspects. Si vous voulez, il y a eu l'aspect psychologique. Et je vous avouerai très sincèrement, au mois de janvier, quand on pouvait ouvrir ne serait-ce que le midi, bon, psychologiquement, ça se passait pas trop mal. Vous voyez, c'était même pour nos clients, enfin, on pouvait faire quelque chose. Et on va mettre de côté sur les derniers mois l'aspect économique. On a évoqué la fin du couvre-feu. Il n'en reste pas moins qu'il va falloir tout de même respecter des mesures sanitaires strictes. Quelles sont-elles et comment parvenez-vous à les faire respecter? Ben écoutez, on les connaît bien maintenant depuis bientôt plus d'1 an. On va respecter la distanciation à l'entrée avec 1 mètre, 1,50 m d'écart entre chaque personne, du liquide hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique à l'entrée, devant les toilettes et sur toutes les tables, la distanciation, les masques du personnel. Enfin, le personnel est bien habitué à ça, le personnel sait ce qu'il a à faire, il est, j'allais dire malheureusement, il est habitué depuis plus d'1 an. Et donc, on va poursuivre les choses, on nettoie les tables, bien entendu code QR code pour les commandes, les clients peuvent commander par rapport sur leur téléphone, sur leur iPhone. On est très pointilleux sur ces choses-là, le personnel et tout le staff est très bien informé, ils suivent ça de près et les clients respectent bien toutes les normes, donc ça devrait aller. Oui, la clientèle se plie facilement à ces contraintes sanitaires? Elle est habituée. Bon, sauf hier soir devant un match, sauf devant un match de football. De temps en temps, on se lève un peu. Bon, je suis désolé pour nos amis français. Avec mais un résultat voilà, compliqué, sinon ça se passe bien. Voilà, bon, on ne peut pas à 3-3 rester à table et ne pas, à un moment donné, vouloir se lever et crier un tout petit peu. On l'a dit, donc la continuité dans la mise en œuvre des mesures sanitaires. Et puis, il y a ce pass sanitaire qui va entrer en vigueur dans les établissements de restauration notamment. Comment allez-vous le faire appliquer? Vous avez été sensibilisé par le gouvernement? Alors, nous avons été sensibilisés avec cette mise en place à partir petit à petit progressivement au 5 juillet. On va demander aux clients de nous présenter leur pass et on fera comme on l'a toujours fait. Il est évident que si on pouvait avoir un soutien de la sûreté publique, si des contrôles étaient... Si on pouvait éviter ce pass sanitaire à l'entrée, parce que pour nous c'est très fastidieux, c'est fastidieux. Socialement, c'est pesant de demander aux clients de leur montrer leur passeport pour pouvoir rentrer, mais on va le respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé le même pourcentage de clients que l'année dernière à la même époque, par exemple, ou qu'en 2019 à la même époque? Alors, 2019, certainement pas. Alors maintenant, il y a plusieurs éléments. C'est que l'année dernière, nous avions la terrasse et pas le jumping. Je vous parle strictement de notre établissement. L'année dernière, nous avions la terrasse, la grande terrasse et pas le jumping. Cette année, nous avons une petite terrasse, le jumping et les matchs de foot qui ont emmené une clientèle. Globalement, le chiffre d'affaires, on a bon espoir de revenir sur des normes 2019 si... Allez, on va dire que le mois de juin n'est pas catastrophique et économiquement, on est pas mal. Ça laisse augurer peut-être un beau mois de juillet et un beau mois d'août. Giovanni Castaldi, merci pour votre témoignage. Merci infiniment, merci à vous et à très bientôt. Nous l'évoquions avec Giovanni Castaldi, la crise sanitaire requiert toujours de tous beaucoup de prudence et de sens civique. Et n'oubliez pas que dès le 5 juillet sera mis en place le pass sanitaire et l'on peut d'ores et déjà s'inscrire. Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, le Monaco Safe Pass est un document utilisable en principauté et en France. Il vous sera également possible de convertir le Monaco Safe Pass en pass sanitaire européen qui sera reconnu dans les pays de l'Union européenne et dans les pays ayant des accords avec la France et l'Union européenne. Sachez que les personnes vaccinées avant le 5 juillet ainsi que celles rétablies de la Covid-19 doivent d'ores et déjà se signaler sur l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran afin d'obtenir son pass sanitaire qui sera par la suite envoyé à partir du 5 juillet par email. La version papier sera disponible à l'accueil de l'auditorium Régnier 3. Le nouveau visage du complexe balnéaire du Larvoto se dessine avec une livraison exceptionnelle ce matin.
6 pains ont été acheminés par voie maritime ce matin depuis le quai Régnier 3, car les jardinières surplombent la mer et sont difficiles d'accès. Cette opération aura permis de réaliser les plantations sur l'avancée située entre Maréterra et la plage du Larvoto. Les pins mesurant entre 7 et 8 mètres sont actuellement en cours de plantation. C'est un petit peu la deuxième maman de nos enfants. Elle est là avec toute son équipe pour accueillir les enfants scolarisés à Monaco lors de chaque vacances scolaires. Le centre de loisirs qu'elle dirige laisse à tous un souvenir impérissable entre les multiples activités proposées et les amitiés qui y naissent. Bonsoir Emmanuel Farino. Bonsoir Patricia Navarro. Comment se présente cet été 2021 au centre de loisirs ? Nous prolongeons notre surveillance sanitaire. Je dirais qu'on est presque rodé à ça depuis plus d'1 an et demi. Donc en effet, nous restons très vigilants, très investis, très motivés sur en effet la sécurité sanitaire pour tous, personnel, animateurs et enfants. Mais on est assez serein, on est assez sereine. Puis on est très heureux de retrouver notre beau cadre, notre beau lieu qui est le centre de loisirs Prince Albert II, que nous avions malheureusement, avec les circonstances du confinement français et monégasque, abandonné en quelque sorte. Oui, pendant les vacances de printemps. Combien d'enfants allez-vous accueillir et quelle tranche d'âge ? On accueille les enfants de 3 à 13 ans, dont les 2 parents travaillent et qui sont scolarisés à Monaco. Et nous avons pour ce mois de juillet 240 enfants environ de chaque jour. Donc c'est bien, c'est vrai qu'on avait très peu d'enfants l'été dernier en raison de la crise sanitaire, on était à 80. Donc là, on retrouve presque notre chiffre qui est de 280-300 l'été. Vous nous avez donc précisé qu'effectivement, le centre de loisirs redevient le point majeur d'accueil. Mais comment s'effectuera la prise en charge des enfants le matin, en différents lieux toujours ? Absolument. Alors déjà, nous avons 2 lieux d'accueil, si je puis dire. Le premier pour les familles, le matin et le soir. Le matin entre 8h et 9h et le soir entre 5h30 et 6h30. Les familles déposent leurs enfants à l'école des Révoirs, qui nous accueille depuis tellement longtemps. Sur ce point d'accueil justement de l'école des Révoirs, nous avons été très vigilantes à pouvoir offrir plusieurs points d'accueil justement pour qu'il n'y ait pas de brassage et de croisement de personnes et d'enfants. Donc on aura 3 points d'accueil, un au gymnase de l'école des Révoirs, un autre sur les escaliers extérieurs qui desservent la bibliothèque et enfin le dernier au 5e étage. Ensuite, à partir de 9h jusqu'à 9h30, les enfants sont acheminés en autocar sur la commune de la Turbie, où donc se situe le centre de loisirs Prince Albert II. Et là aussi, nous avons 3 points d'entrée pour que les maternelles d'un côté, les élémentaires et puis les plus grandes ne se mélangent pas trop non plus à ce point d'arrivée sur le site. Oui, vous parlez de ce besoin d'éviter les brassages trop nombreux d'enfants. Ça ne doit pas être très évident quand même de mettre en place des mesures sanitaires avec des enfants tout petits. Comment allez-vous en fait les faire respecter ces mesures ? Alors c'est vrai que c'est pas simple, notamment avec les 3 et 4 ans, mais franchement, moi j'ai été absolument époustouflée par la façon dont finalement ils ont quand même compris en tout cas, à mon avis, et intégré le fait en effet d'essayer de ne pas être trop proches les uns des autres, pas trop s'embrasser, pas se serrer la main. Le port du masque a été finalement, voilà, les enfants ont un masque à partir du CP, les uns et les autres le respectent bien. Donc on a vraiment réinventé les jeux, réimaginé tout ce que les enfants connaissaient comme atelier, comme animation pour justement rhabiller ces ateliers avec, je dirais, la notion de proximité, de brassage et de manipulation qui soit en effet évacuée. Sinon, nous avons aussi mis en place, et ça je pense que c'est très important parce que le temps de repas est un temps qui est quand même en effet peu sécuritaire, on va dire. Donc on est toujours à 4 enfants par table pendant le temps de repas à midi et nous sommes toujours aussi dans les salles d'activité à 4 enfants par table avec 4 tables par salle, ce qui fait 16 enfants par salle d'activité, ce qui est très bien aussi. Voilà. Et compte tenu du contexte, est-ce qu'il y a toujours autant d'activités sportives ou est-ce que certaines ont dû être proscrites de facto ? Alors en effet, certaines sont
pour l'instant proscrite de facto, mais on attend là aussi les dernières consignes du gouvernement princier. On a normalement aussi toujours peut-être la piscine de la mairie, on est un peu en suspens encore là aussi pour la réponse. Mais par contre, nous au centre de loisirs, on pratique les ateliers sportifs sur les terrains de sport, du basket, des techs, des jeux sportifs. Nous avons en tout cas réintroduit cet été, on en est vraiment très heureuse pour les enfants du centre de loisirs, les sorties pédagogiques à la journée. Je sais que pour les enfants, c'est une espèce de bouffée d'air formidable. Donc nous allons en août découvrir la RPI en randonnée pédestre avec notre intervenante justement brevet d'État. Et puis au mois de juillet, nous avons prévu quelques petites sorties fort sympathiques pour les petits au Bois des Lutins. Pour les CP, CE1, nous allons au Village des Fous. Pour les plus grands, les 11-13 ans, nous allons à Sansas, qui est une sorte d'escape game à Nice autour des 5 sens. Et on fait toujours en sorte, vous le savez, c'est un peu le mot d'ordre du centre, que l'enfant soit acteur de ses loisirs et non pas simplement consommateur. Et en conclusion, la question que se posent peut-être certains parents, reste-t-il des places où les inscriptions sont-elles closes ? Les inscriptions sont closes pour juillet. On ne prendrait plus que ceux qui auraient des difficultés de santé familiale ou autre. Ça, c'est tout à fait normal pour un service public, il n'y a pas de problème. Mais a priori, on est en effet complet pour le mois de juillet. Et justement, à l'attention de vos familles, pour l'inscription pour le mois d'août et la première semaine de septembre, c'est cette semaine. Donc c'est cette semaine qu'il faut aller sur le logiciel de gestion Concerto pour pouvoir réserver. Le message est passé. Emmanuelle Farino, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Patricia. Je ne crois pas que la boxe soit encore au programme du centre de loisirs, mais nous allons parler boxe anglaise, très précisément maintenant. La structure Ambitious Monte Carlo organise du 1er au 3 juillet son premier gala de boxe Chill Out on the Bay à Calvi en Corse. Frédéric Hélion et Jean-Alexandre Dordet ont suivi l'ultime entraînement des combattants. La crise sanitaire a laissé des traces dans le milieu du sport, et notamment de la boxe. Depuis 1 an, très peu de galas sont organisés pour permettre aux athlètes de monter sur le ring. Face à ce constat, Romain Guaran a décidé de se lancer dans la promotion et organise, avec sa structure Ambitious Monte Carlo, Chill Out on the Bay, un gala de boxe à Calvi du 1er au 3 juillet. L'évolution normale quand on est dans la boxe, c'est d'avoir sa propre organisation, c'est-à-dire qu'on maîtrise la chaîne de A à Z. On trouve le boxeur, on le prépare, on lui trouve des sponsors, des partenaires, on lui crée de la visibilité et on l'emmène combattre. Donc vous avez le choix de l'adversaire, vous avez le choix de l'endroit, le choix des partenaires, vous avez tout ça. On a une préparation très très longue en fait, ici, dans ce merveilleux camp, le Magnus Boxing Camp. Voilà, et ça a été un peu compliqué avec la chaleur, avec la diète pour les boxeurs par rapport au poids. On pouvait être vite à la rupture et à la blessure. Le camp, lui, est ici depuis pratiquement 1 an. Donc ils sont tous là maintenant depuis 1 an. Mais la préparation à proprement parler pour les combats a commencé il y a 4 mois. 6 combats seront au programme en Corse avec Marine Beauchamp qui disputera son premier combat professionnel en 4 rounds de 2 minutes. Stéphane Horvat, 3 fois champion d'Europe IBO, effectuera son retour sur le ring après une longue absence. Un combat en 6 reprises de 3 minutes. Même format pour ceux de José Gomez et Bruno Suras. Enfin, Lucie Sedlakova sur un 6 x 2 minutes. Et le multiple champion du monde Hassan Ndam sur un 8 x 3 combattront pour une ceinture Ambitious Monte Carlo. Pour moi, boxer, c'est comme un jour de fête. Et j'avais l'impression d'être vide, comme une coquille vide après cette situation sanitaire. Donc après on comprend, mais on continue à s'entretenir. Donc là c'est juste un démarrage, un début, un retour aux affaires comme on dit. Et ça fait vraiment du bien. Je l'aborde comme tous les combats, comme un championnat du monde. J'ai quelque chose à me prouver à moi. Ce Chill Out on the Bay sera donc l'occasion de remonter sur le ring pour tous ces boxeurs. Un ring customisé par 14 peintures de l'artiste Julien Marinetti qui seront découpées à la fin de l'événement, puis vendues aux enchères au profit de l'hôpital de Calvi.
Cela va faire partie de la riche programmation du Fort Antoine tout au long de l'été. Vendredi 2 juillet à 21h30 sera projeté le film des frères Larieux, 21 nuits avec Paty. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, et Fabien Bodilla nous présentent ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, c'est un film assez récent qui date de 2015. Nous parlons de 21 nuits avec Paty, un film d'Arnaud et Jean-Marie Larieux. Que peut-on dire de ce film, tout simplement? Que c'est un film qui fait du bien à notre imaginaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme un peu coincée, Isabelle Carré. jouée par Isabelle Carré, qui vient en Occitanie, dans un petit village, pour assurer les obsèques de sa mère qui vient de disparaître. Ça part plutôt sur une tonalité grave, et elle y croise une femme, jouée par Karine Viard, qui est tout l'inverse, qui est justement une femme totalement libérée. Et de ce croisement naît toute une forme de récit qui fait appel aussi bien à l'imaginaire des personnages qu'à celui du spectateur et, disons-le clairement, au fantasme du spectateur. Isabelle Carré vient pour la disparition de sa mère, mais dans tous les sens du terme. Parce que le corps disparaît. C'est ça. Alors, c'est là où je trouve que le scénario des frères Larieux est absolument magnifique en termes d'écriture. C'est qu'il arrive à construire un scénario qui est fait sans arrêt de glissements sans cesse plus importants, jusqu'à aller dans une forme de fantasmagorie, voire de comédie. Comédie décalée un peu. Comédie décalée, on n'y rit pas franchement, c'est pas non plus les comédies du Splendide, mais voilà, il y a l'imaginaire, il tient une grande importance. C'est parce que Isabelle Carré étant coincée, est en déficit d'imaginaire et de récit, que justement la disparition de sa mère fait que tout est permis, puisque le cadavre disparaît, que s'est-il passé? Et du coup, elle s'échafaude d'elle-même le propre récit de sa disparition, jusqu'à l'arrivée d'un personnage lui aussi très décalé, joué par André Dussolier, qui s'appelle Jean, ami, peut-être amant de sa mère disparue, et elle se plaît à penser qu'il y a une ressemblance avec Jean-Marie Leclésio. Donc, vous voyez, c'est un film qui joue comme ça, par tiroir, et plus on avance, plus le mystère s'épaissit, et plus le film devient débridé. Voilà, j'espère que l'on vous a convaincu. Allez voir 21 nuits avec Paty. La date, le lieu est affiché en bas de l'écran. Pardon messieurs, je suis bien au fond d'Extrémy. Fond d'Extrémy, héros. Vous êtes Caroline, la fille d'Isabelle? Oui. Pardon, je suis Caroline, la fille d'Isabelle. Paty. Caroline, la fille d'Isabelle. Toutes mes condoléances, Caroline. Ah, salut Martine. Caroline. Ah putain, j'ai vraiment problème avec les prénoms. Excuse-moi, Caroline. Le corps a disparu. Personne ici ne sait rien, c'est pas possible. Ça me rend malade. Et toujours dans le cadre de la programmation du Fort Antoine avant ce film vendredi, il y aura également une autre soirée mercredi, Vanessa. Et c'est aux rencontres philosophiques de s'approprier les lieux avec une conférence consacrée à l'amour. Ce mercredi, Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly, membres fondateurs philosophes, dialogueront librement autour de l'amour, de ses risques et de ses chances. Que dit la philosophie de l'amour? Mieux encore, que peut-elle dire de l'amour? Tant de questionnements auxquels les philosophes tenteront de répondre. Les aéronautes de Monaco reprennent leur envol. Oui, et c'est un Tour de France en montgolfière écologie qui se prépare ce week-end à Gap, dans les Hautes-Alpes. Je vous propose justement d'écouter Alain Krutéinski, président des aéronautes de Monaco.
C'est pas une compétition, c'est en fait la deuxième édition du Tour de France en montgolfière écologique, parce qu'on a pris tellement de plaisir l'année dernière à faire un premier Tour de France qu'on a dit on va faire un deuxième et encore plus long pour pouvoir encore mieux visiter la France, rencontrer les gens et faire partager notre passion à toutes les personnes qu'on va rencontrer. Tout au long de la route, on va rejoindre des amis nous rejoignent, on va traverser et sillonner la France. On va aller aussi où la météo et le vent nous poussent, c'est-à-dire qu'on a un programme, mais ce qui va se passer, c'est qu'on ne va surtout pas le suivre, c'est-à-dire que ça va être les événements et la nature. On va avoir on est obligé d'avoir une forme d'humilité par rapport à la nature et on va suivre la météo et les belles rencontres aussi. Et ces propos étaient recueillis par Christine Datomel. Les vacances, on le disait, arrivent à grands pas et si vous cherchez une occupation pour vos enfants, s'ils ne sont pas déjà inscrits au centre de loisirs, une idée originale. Effectivement, Patricia, le musée d'anthropologie préhistorique fait partie des activités phares durant l'été. Des jeux, enquêtes et coloriages sont à disposition tous les jours, mais vous y trouverez surtout un escape game spécial qui promet de belles sensations. Le musée d'anthropologie de Monaco et la société Iris Game relèvent le défi en proposant un parcours mêlant apprentissage de la préhistoire et jeux. Et du côté des prévisions météo, après un début de mois de juin pour le moins instable, à quoi peut-on s'attendre mercredi ? Le soleil s'installe enfin sur le territoire monégasque. Ce mercredi, le ciel sera bleu toute la journée avec une légère brise. Les températures seront estivales, elles oscilleront de 17 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 et se couchera à 21h17. Et nous fêterons les Martiales. Merci Vanessa, ce journal touche à sa fin. Nous tenions à rendre hommage également à Vlad Ferrari, ce pianiste à la vie digne d'un roman et auquel un documentaire diffusé sur Monaco Info avait été consacré. Il s'est éteint à l'âge de 96 ans après avoir joué un peu partout dans le monde, mais surtout à Monaco au piano-bar de l'Hôtel Loves. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition et pour se quitter, les photos du jour avec cette opération acrobatique qui s'est déroulée en tout début de matinée, l'arrivée par la mer de nouveaux arbres destinés au complexe balnéaire du Larvoto qui rouvrira ses portes, je vous le rappelle, samedi. Très belle et douce soirée à tous.